Toutankhamon, rien que le nom, ça évoque des trésors incroyables, des masques en or et bien sûr des légendes de malédiction. Mais ce qui est fou, c'est que derrière cette image, il y a l'histoire d'un roi presque totalement oublié. Aujourd'hui, on va justement décortiquer ça. Comment un pharaon mineur est devenu une superstar mondiale, pas pour ce qu'il a fait de son vivant, mais à cause de la façon dont on a retrouvé sa tombe. Le cas Toutankhamon, c'est vraiment un paradoxe fascinant. D'un côté, on a le pharaon, le vrai, l'historique, et là, soyons clairs, son règne a été court, à peine 10 ans, son impact politique assez faible, et pire encore, ses successeurs ont tout fait pour l'effacer des tablettes. C'est ce qu'on appelle la damnatio memoria, la condamnation de sa mémoire. Et de l'autre côté, on a l'icône, une célébrité planétaire qui explose en 1922 quand Howard Carter tombe sur sa tombe quasi intacte. Et là, c'est la folie, un trésor à peine croyable. Alors la question est là. Comment ce roi qu'on a voulu effacer est-il devenu le pharaon le plus connu de tous? C'est ce qu'on va voir ensemble. Alors voilà notre programme pour cette plongée dans l'univers de Toutankhamon. On va d'abord voir pourquoi il est si célèbre. Ensuite, on va se pencher sur sa généalogie, et c'est un vrai feuilleton. Puis on analysera son règne, celui d'un roi enfant. On passera ensuite en mode expert pour enquêter sur les mystères de sa mort. Bien sûr, on explorera sa tombe et son trésor fabuleux, et on finira par tordre le cou à une bonne fois pour toutes au fameux mythe de la malédiction. Ok, on commence par les fondations, sa famille. Parce que pour comprendre le personnage, il faut comprendre d'où il vient. Et quelle famille! C'est un vrai sac de nœuds. Grâce aux analyses ADN récentes, on a pu lever le voile sur des secrets de plus de 3000 ans. Et l'héritage qu'on a découvert est, pour le moins, compliqué. Regardez cet arbre généalogique. Il a été reconstitué grâce à l'ADN. Et il montre une chose très claire. Les mariages à l'intérieur de la famille, c'était la norme. On part de ses arrière-grands-parents, Yuya et Tuya. Leurs enfants Amenhotep III et la reine Tiyi sont les grands-parents de Toutankhamon. Et c'est là que ça se corse vraiment. Ses parents, c'est Akhenaton, le fameux pharaon hérétique, et sa propre sœur, une femme dont on ignore le nom et qu'on appelle la Younger Lady. Et Toutankhamon, eh bien, il va continuer sur cette lancée en épousant sa propre demi-sœur, Ankhésénamon. Vous imaginez bien qu'un tel cocktail génétique, ça a forcément eu des conséquences sur sa santé. Du coup, la question qui taraude tous les égyptologues, c'est elle. Qui est cette fameuse Younger Lady? L'ADN nous donne des infos cruciales. C'est la sœur d'Akhénaton et la mère de Toutankhamon. Mais son nom? Son identité? Ça reste un des plus grands mystères de cette dynastie. Alors sur ce sujet, on a deux grandes théories qui s'affrontent. La première, c'est la plus simple. Il pourrait s'agir de Nebetaha, une des sœurs connues d'Akhénaton. Logique. La seconde, avancée par l'égyptologue Marc Gabold, est beaucoup plus surprenante. Ce serait Néfertiti. Mais attendez, Néfertiti n'était pas sa sœur? L'astuce, c'est qu'elle était sa cousine germaine. Et après des générations et des générations de mariages consanguins, leur ADN était devenu si proche que le profil génétique d'une cousine pouvait facilement être confondu avec celui d'une sœur. Bref, le débat reste ouvert. Il faut savoir une chose très importante. Avant de s'appeler Toutankhamon, le jeune prince est né Toutankhaton. Son nom de naissance, ça veut dire « image vivante d'Aton ». Et ce n'est pas un détail, c'est un manifeste politique. Ça veut dire qu'il est né en plein cœur de la révolution de son père, Akhénaton, celui qui avait mis tous les dieux égyptiens à la poubelle pour n'en garder qu'un seul, Aton, le disque solaire. Forcément, en tant que prince, il a reçu une éducation de roi. On connaît même le nom de sa nourrice, Maya, et de son précepteur, Senedjem. Mais le truc le plus incroyable, c'est qu'on a retrouvé ses propres fournitures scolaires dans sa tombe. C'est dingue quand on y pense. On a sa palette de scribe avec encore des traces d'encre dessus, son étui pour ses stylos de l'époque, son lissoir pour effacer, c'est un lien direct avec son enfance. Et à côté des études, il y avait bien sûr l'entraînement physique, indispensable pour un pharaon, le tir à l'arc, les courses de chars, la chasse, tout pour forger l'image d'un roi puissant. On avance maintenant jusqu'à son règne. Un règne qui commence très tôt, il a à peine 9 ou 10 ans, et il hérite d'une Égypte en pleine crise, complètement chamboulée par la révolution religieuse de son père. Sa mission, ou plutôt celle de son entourage, va être simple, tout défaire et restaurer l'ordre d'avant. On s'en doute, à 9 ans, on ne dirige pas un empire tout seul. Le vrai pouvoir, il est dans les mains de deux hommes très influents, le divin père, Haï, un haut fonctionnaire, et surtout le général Horemheb, le chef des armées. Ce sont eux les vrais patrons. Horemheb disait même de lui-même qu'il était le député du roi, celui qui calmait le jeune pharaon quand il piquait une crise. Retenez bien ces deux noms, Haï et Horemheb, ils sont la clé pour comprendre tout son règne. Pour bien comprendre l'état du pays à ce moment-là, il suffit de lire ce qu'ils ont gravé sur la stèle de la Restauration. Ça nous donne une image assez claire. Les temples des anciens dieux sont en ruine, les sanctuaires sont à l'abandon, envahis par les mauvaises herbes. En gros, les dieux ont abandonné l'Égypte. Alors oui, c'est de la propagande pour justifier leurs actions, mais ça montre bien l'urgence de la situation. Il fallait tout réparer.
Et le symbole le plus fort de ce retour en arrière, il est là, sous nos yeux. Le roi abandonne son nom de naissance, Toutankhaton, qui était lié au dieu de son père, pour devenir Toutankhamon. C'est le grand retour d'Amon, le dieu principal de Thèbes, le chef du panthéon traditionnel. Ce simple changement de nom, c'est l'acte fondateur de toute sa politique. Concrètement, cette restauration, ça s'est traduit par quoi? D'abord, on a rendu au clergé d'Amon tout son pouvoir et surtout toutes ses richesses. Ensuite, on a abandonné Akhénaton, la capitale créée par son père, pour revenir à Thèbes, le centre historique du pouvoir. Le roi a aussi lancé de grands chantiers, notamment à Thèbes et Karnak. Et enfin, on a relancé toutes les grandes fêtes traditionnelles qui avaient été interdites. Bref, un retour à la normale, un virage à 180 degrés, c'est l'acte politique majeur de sa vie. Et ironiquement, aujourd'hui, on en parle à peine. Il règne donc une petite dizaine d'années, et puis il meurt, subitement, vers 18 ou 19 ans. Et on n'a aucun texte qui nous raconte ce qui s'est passé. Sa mort, c'est une page blanche, une énigme totale. Et c'est là que commence une véritable enquête scientifique, une sorte de cold case vieux de 3000 ans, qui continue encore aujourd'hui. Le tout premier indice, on le trouve dans sa tombe. Les archéologues ont sorti un nombre hallucinant de cannes et de bâtons de marche, 130. Alors oui, certaines sont des objets de cérémonie, en or, magnifiques, mais beaucoup sont de simples cannes pour marcher, et on voit très bien qu'elles ont servi, elles sont usées. Ce chiffre, 130, il n'est pas anodin. Il nous crie que ce jeune roi avait de gros problèmes pour se déplacer. Et les analyses modernes de sa momie confirment ce que les cannes laissaient penser. Toutankhamon avait un corps extrêmement fragile. On sait qu'il souffrait de la maladie de Keuller, une nécrose des os du pied gauche, ce qui le faisait boiter. L'ADN a aussi parlé, il avait le paludisme et dans sa forme la plus sévère. Et on suspecte même un pied bot. Et toutes ces pathologies, elles ont une origine commune, la consanguinité qui a miné sa famille pendant des générations. Cette chronologie des hypothèses sur sa mort, c'est une histoire incroyable des progrès de la science. En 1968, on fait une radio, on voit un bout d'os dans le crâne, bingo, c'est un assassinat. En 2005, on passe au scanner, beaucoup plus précis, l'os dans le crâne, c'était une erreur d'interprétation. Par contre, on découvre une méchante fracture à la jambe, probablement infectée. On passe donc à la thèse de l'accident. En 2010, l'ADN révolutionne tout. On trouve le paludisme. Et en 2013, une autopsie virtuelle suggère des blessures par écrasement, ce qui remet sur la table l'idée d'un accident de char. Aujourd'hui, on pense qu'il n'y a pas une seule cause, mais plutôt un cocktail fatal de tous ces problèmes. Après cette enquête sur sa mort, revenons à ce qui l'a rendu célèbre pour l'éternité, sa tombe. Sa découverte, c'est un moment absolument unique dans l'histoire de l'archéologie, un coup de projecteur sans précédent sur le monde des pharaons. Reprenons les grandes dates. Tout commence le 4 novembre 1922. L'équipe de Howard Carter dégage une marche d'escalier. C'est le début. S'ensuivent des mois de travail acharné avant l'ouverture de la chambre funéraire en 1923. Il faut encore attendre novembre 1925 pour que la momie elle-même soit étudiée. Et ce n'est que 85 ans plus tard, jour pour jour après la découverte, en 2007, que le visage de Toutankhamon a enfin été dévoilé au monde. Mais au fil de l'exploration, Carter et son équipe ont remarqué quelque chose de bizarre. Cette tombe est toute petite, presque indigne d'un pharaon. Et ça pointe vers une seule chose, l'urgence. Toutankhamon est mort d'un coup. Sa propre tombe, sûrement bien plus grande, n'était pas finie. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a probablement réquisitionné en vitesse une tombe prévue pour quelqu'un d'autre, peut-être même pour son successeur, Haï. C'est un détail qui en dit long sur l'improvisation et l'instabilité politique de l'époque. Et cette impression de bricolage de dernière minute, on la retrouve aussi sur les objets du trésor. L'égyptologue Nicholas Reeves a une théorie assez décoiffante. Il pense que jusqu'à 80% des objets de la tombe, y compris peut-être le fameux masque, n'ont pas été faits pour Toutankhamon. Ils auraient été fabriqués pour une reine qui a régné juste avant lui, Néfer-Néferouaten, et on les aurait simplement recyclés et adaptés à la va-vite pour les funérailles du jeune roi. Mais attention, même si tout a été fait dans la précipitation, le trésor reste d'une richesse absolument folle. Parmi les 5000 objets, il y a des pièces uniques au monde, comme ce poignard dont la lame n'est pas en bronze mais en fer de météorite, un métal qui valait plus cher que l'or à l'époque. On a son trône en or, qui le montre avec sa femme sous les rayons du dieu Aton, une merveille. On a aussi trouvé 143 bijoux et amulettes cachés directement dans les bandelettes de la momie. Et puis il y a cet objet terriblement touchant, les petites momies de ces deux filles mort-nées. Et bien sûr la pièce maîtresse, le masque funéraire, 11 kilos d'or massif, devenu le symbole de toute l'Égypte ancienne. Bon, impossible de faire le tour de la question Toutankhamon sans parler du dernier chapitre de son histoire, la fameuse malédiction du pharaon. C'est une légende qui a la vie dure, mais qui, on va le voir, doit beaucoup plus au talent des journalistes de l'époque qu'à la magie égyptienne. Tout est parti de cette phrase.
La presse des années 20 a affirmé partout que cette inscription se trouvait à l'entrée de la tombe, une menace claire pour tous ceux qui oseraient déranger le sommeil du roi. Terrifiant, n'est-ce pas? Sauf qu'il y a un petit problème, un tout petit détail. Cette inscription est une invention totale. Elle n'a jamais existé, ni dans la tombe de Toutankhamon, ni dans aucune autre d'ailleurs. Elle a été inventée de toutes pièces par les journaux pour créer une histoire qui fait vendre, surtout après la mort assez rapide de Lord Carnarvon, le riche mécène qui finançait les fouilles. Et la science a définitivement enterré cette légende. Un chercheur, Mark Nelson, a fait une étude très simple. Il a pris un groupe de 25 personnes qui étaient directement entrées dans la tombe et il a comparé leur durée de vie à un autre groupe qui n'y était pas allé. Le résultat est sans appel. Les exposés sont morts en moyenne à 70 ans, les non-exposés à 75 ans. Il n'y a aucune différence statistique. La malédiction n'est rien d'autre qu'un mythe. Alors, pour récapituler, si on devait garder 5 points essentiels sur Toutankhamon, ce serait cela. Premièrement, il vient d'une lignée royale marquée par la consanguinité, il est le fils d'un frère et d'une sœur. Deuxièmement, son règne, bien que court, a été un tournant, c'est la grande restauration religieuse. Troisièmement, sa mort n'a pas une seule cause, mais est un mélange de maladies génétiques, de paludisme et d'un accident. Quatrièmement, sa tombe, trouvée intacte, est la plus grande découverte archéologique de l'histoire, même si son trésor a été en partie recyclé. Et enfin, la célèbre malédiction est une pure invention médiatique. Ce qui nous amène à une dernière question pour réfléchir. Si on met de côté l'or, les mythes, les trésors, quel est le véritable héritage de Toutankhamon ? Est-ce l'héritage du pharaon qui a sauvé son pays d'une crise religieuse? Ou est-ce l'héritage de l'icône archéologique, dont la mort soudaine nous a finalement offert la plus incroyable machine à remonter le temps sur sa civilisation? La réponse, finalement, c'est peut-être un peu des deux, et c'est ça qui continue de nous fasciner.